instrument. Alors, il y a autre chose qui m'a permis aussi d'étayer cette hypothèse, c'est les travaux d'André Schaeffner, qui est un important anthropologue et ethnomusicologue français, qui a dirigé pendant de nombreuses années le département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme. Et voilà comment il développe cette question du rapport du bruit et de la musique. Dans le champ de l'ethnomusicologie, après tout c'est intéressant parce que si on le retrouve dans le champ de l'ethnomusicologie, ça veut dire que cette question-là n'est pas propre à la musique savante, mais aussi à la musique populaire et dans différents champs. Alors voici ce que dit André Schaeffner en 1963 dans un article qu'il consacre au timbre. Il nous dit « Avoir la façon dont les primitifs construisent certains instruments et dont ils en jouent, il apparaît nettement que l'émission d'un son de hauteur précise les intéresse moins que la production d'un timbre spécial. » Et donc là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en gros, Schaeffner nous dit que les musiciens traditionnels, en tout cas ceux qui l'étudient en Afrique, ce sont des musiciens contemporains, c'est-à-dire qu'ils mettent la dimension du timbre avant la dimension de la hauteur. Vous savez que Schoenberg avait parlé, par exemple, de mélodie de timbre, en disant qu'on pouvait peut-être envisager de remplacer la mélodie de notes de hauteur par des mélodies de timbre. Donc c'est ce que nous dit Schaeffner par rapport à ces musiciens traditionnels. Et dans son ouvrage de 1968, qui s'appelle « Les origines des instruments de musique », il va préciser cette intuition à partir d'une citation d'André Gide. André Gide, en fait, avait fait un voyage au Tchad, et dans ses mémoires, dans ce récit de voyage, voici ce qu'il dit. Il s'étonne, en fait, de voir combien, et là je cite Gide, les musiciens de ce pays avaient horreur du son net, et qu'ils avaient besoin de le troubler et de le noyer dans une espèce de halo. Alors là, c'est tout à fait intéressant parce que ce son qui est troublé par un halo qui perd sa netteté, c'est exactement ce que fait Brian Wilson avec ses petites épingles. C'est-à-dire que là où on devrait avoir un son pur du piano, lui, un son avec des grésillements, un son qui perd sa netteté. C'est ce que fait bien sûr John Cage, etc., etc. Donc, ce que Gide avait repéré, c'est que ces musiciens tchadiens noyaient le contour du son par l'ajout et l'entremêlement de corps sonores où la vibration de l'un entraîne celle de l'autre. Le son ainsi produit n'est plus pur, mais intègre une dimension de bruit aléatoire, de grésillement, et son contour, en fait, devient moins net. André Schaeffner va plus loin et rapproche de façon assez surprenante, mais pour moi extrêmement éclairante, cette pratique tchadienne des ornements ou agréments rencontrés dans la musique française de clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, faire le rapprochement entre la musique traditionnelle du Tchad et la musique de clavecin du XVIIe, il fallait effectivement être particulièrement gonflé. Et ce que nous dit Schaeffner, et vous allez voir que ça va tout à fait dans le sens de la thèse que j'essaye de défendre, c'est que ces agréments, c'est-à-dire les agréments, ce sont les ornementations que l'on rencontre, les pincées, les trémolos, les flattements. Et Schaeffner nous dit que ces agréments viseraient un vieux désir de bruit qui trouve encore à s'exaspérer auprès du pur contour des sons. Donc, vous voyez, la thèse de Schaeffner est géniale. Il dit, en fait, si on fait toutes ces ornementations dans la musique baroque, c'est pas parce que le clavecin est un instrument qui n'est pas capable de tenir des notes, c'est en gros ce qu'on a longtemps dit. Mais lui dit, en fait, c'est parce que ça nous permet de faire jaillir la dimension bruitiste du clavecin. Je trouve ça extraordinaire. Et la preuve, je vais vous faire écouter le premier, alors je retourne à mes amours si j'ose dire, je vais vous faire écouter le premier prélude de Jean-Philippe Rameau, joué par le grand Scott Frost,
Scott Ross, pardon. Donc voici, vous allez entendre ce qu'est l'ornementation et vous allez aussi entendre en quoi cela fait jaillir la dimension bruitiste de cet instrument. Donc, comme vous avez pu l'entendre dans ce magnifique enregistrement du prélude du premier livre pour clavecin de Jean-Philippe Rameau par Scott Ross, l'ornementation accentue parfois jusqu'au malaise la dimension bruitiste de cette musique. Hein. Je dirais, on entend effectivement les sauteraux, les choses qui sautent comme ça, la dimension mécanique de l'instrument apparaît là de façon extrêmement importante. Alors Rousseau, Jean-Jacques, qui fut le premier à introduire le mot timbre dans le sens que nous connaissons aujourd'hui, donc le sens moderne, disait d'ailleurs du clavecin, instrument qu'il semblait guère apprécier, hein, il y a même des instruments, dit-il, tels que le clavecin, qui sont à la fois sourds et aigres, et c'est le plus mauvais timbre. En fait, j'ai une petite filleule qui est fille de musicien, et qui a un jour assisté au concert d'une grande claveciniste. Et puis, donc à la fin, les parents vont voir la grande claveciniste, et puis la claveciniste dit à la petite fille « Alors, dis-moi, ma petite, ça te plaît le clavecin ?» Et ma petite filleule, qui doit avoir 4-5 ans à ce moment-là, répond « Oui, mais c'est un tout petit peu moche. » Voilà. Donc, ce qui est tout à fait magnifique dans ce mot d'enfant, hein, c'est que là où nous, en tant qu'acculturés, nous mettons à distance cette dimension bruitiste du clavecin, nous émerveillons de l'élégance de cette musique, etc., etc., cette petite fille qui n'était pas encore tombée hein, dans le pain culturel de ses parents, entendait cette dimension un tout petit peu moche quand même du clavecin, hein, et la renvoyait à la claveciniste qui avait été un peu séchée, je dois vous l'avouer, par la réplique de la petite. Alors moi, sur le moment, ça m'a fait beaucoup rire, mais je n'avais pas su quoi en faire. Hein. Il a fallu effectivement que j'arrive aujourd'hui, donc c'était il y a, disons maintenant, une vingtaine d'années, pour comprendre en fait quelle était la pertinence et la force de cette intuition de cette petite fille. Alors,
Pour terminer, je voudrais vous aborder une dernière situation qui montre bien, encore une fois, cette articulation entre le bruit et la musique. Alors c'est une scène mythique. C'est une scène mythique hein, qui sans doute est complètement inventée, mais qu'importe, après tout, hein, Lacan nous dit que le mythe se rapporte à l'inexplicable du réel, donc comme c'est ce que je travaille, ça m'intéresse. Donc cette histoire, c'est une histoire issue de l'histoire du jazz. Alors je la dois à mon ami Frédéric Vinault, hein, qui est mon encyclopédie du jazz et de la musique pop. Et donc il me dit « Ah, mais toi qui t'intéresses à ça, tu devrais... » Et donc il me dit qu'il y a une légende qui court sur le fait qu'au moment où Miles Davis a enregistré en direct la musique de Ascenseur pour l'échafaud, il y a un moment particulier qui est dîner au motel. Et à un moment, on a l'impression que le son de Miles Davis est modifié. Et la légende qui a été lancée par Boris Vian, qui n'assistait absolument pas à l'enregistrement d'ailleurs, hein, mais après tout, quand on est Boris Vian, on peut inventer des choses, ça marche. Et donc, Boris Vian dit que si le son de Miles Davis est si étrange à ce moment-là, c'est que un petit bout de sa lèvre s'était détaché et un petit bout perdu, moi j'adore cette idée-là bien sûr, donc un petit bout de sa lèvre s'était détaché et était venu se loger dans cet instrument et que Miles Davis avait génialement comme ça joué ce petit bout là qui venait troubler le son. Voilà. Donc je vais vous faire écouter quand même cet extrait pour le plaisir, d'abord parce que c'est magnifique. Je ne suis pas sûr qu'on écoute tout, quoique 3 minutes 58 n'est pas si long. Et vous allez voir qu'effectivement, à un moment, on entend bien que quelque chose, à peu près à 1 minute 52, je dirais, quelque chose se passe et que la trompette de Miles Davis se met à sonner un tout petit peu différemment. Ah, comme ça.
Voilà. Alors voilà comment Boris Vian, dans la plaquette du disque, va décrire la scène. Hein. Voilà comment se crée un mythe. Donc Boris Vian dit on remarque dans la plage Dîner au motel la sonorité étrange de la trompette de Miles. Un fragment de pause se détacha à un moment de sa lèvre pour se coincer dans l'embouchure. Pareil à ces peintres qui doivent parfois au hasard la qualité plastique de leurs pattes, Miles accueillit volontiers ce nouvel élément d'un jeu inouï au sens littéral du mot, jamais entendu. Voilà. Ça, c'est ce que nous raconte Boris Vian. Michel Thévoz, qui est le grand spécialiste de l'art brut, que vous connaissez peut-être, dans un ouvrage qui est sorti dernièrement, qui s'appelle L'art comme malentendu, reprend la situation et il ne la met pas en doute, hein, et il ne rappelle pas qu'elle a pu être inventée, qu'elle est sûrement inventée par Boris Vian, comme les historiens de l'histoire du jazz le disent en tout cas. Et voici ce que Michel Thévoz nous dit de cette situation. En 1958, en fait c'est 57, Miles Davis enregistre la musique du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud. Il prend le parti d'improviser directement avec son orchestre sur les images qu'on lui projette dans la salle obscure. Or, un incident se produit à mi-chemin. Une pellicule de lèvres desséchées. Boris Vian est plus mélodramatique. Lui, il dira que la lèvre de Miles était entamée et qu'elle saignait. Hein, c'est quand même plus... Donc, une pellicule de lèvres desséchées, nous dit Michel Thévoz, vient se loger dans l'embouchure de sa trompette et vibre sur certaines fréquences. Miles Davis s'amuse de ce grésillement insolite, insiste et finit par en jouer comme d'une ressource sonore. Dans le feu de l'improvisation, Miles Davis assume donc cette contingence technique en temps réel comme un opérateur d'innovation sonore. Ça, c'est l'interprétation que nous donne Michel Thévoz de ce moment-là. Alors à partir de là, Michel Thévoz propose d'interpréter l'innovation comme un retour du refoulé ou comme une revanche du bruit sur le sens. Ce qui est tout à fait intéressant. Mais peut-être qu'il serait encore plus juste et plus précis de parler de rétroaction positive. Le bruit, la perturbation, comme dans les instruments tchadiens où le clavecin n'est pas éliminé, mais intégré et constitue un élément de la production musicale. Alors moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette anecdote, c'est de repérer comment Boris Vian, à qui Michel Thévoz emboîte le pas, imaginarise cette situation. Il semble qu'il lui soit difficile d'envisager que le timbre de Miles Davis est justement caractérisé par cet accueil, voire cette recherche du bruit dans la musique, comme Brian Wilson pouvait s'acharner à le faire jaillir des violoncelles. Il lui faut trouver une cause, ici le petit bout perdu venant se loger dans l'embouchure. Or, vous l'aurez compris maintenant, c'est cette révélation et dans le même mouvement ce revoilement de la chose sonore qui est au cœur de la sublimation musicale. C'est cette articulation meubienne du son et du bruit qui caractériserait la sublimation musicale. Donc, inutile d'aller chercher, je dirais, un petit bout qui serait perdu. C'est bien effectivement la recherche de venir faire vibrer l'instrument de façon particulière, de faire jaillir un timbre inouï qui serait là au cœur du processus. Alors pour terminer, j'aimerais... Ça va, j'ai encore 5 minutes ? Ouais. Pour terminer, donc, j'aimerais apporter quelques éléments de réponse à la question « Qu'est-ce que la musique nous permet de ne pas ouïr ?» L'épisode de la rencontre des sirènes par les Argonautes nous en donne un exemple saisissant. Alors c'est Apollonios de Rhodes qui nous raconte cette aventure hein, dans les Argonautiques. Jason est parti à la conquête de la Toison d'Or, vous vous en souvenez, il embarque avec lui sur le navire Argo une cinquantaine de héros de la Grèce. Héraclès fait partie de la bande. Et il amène aussi avec lui Orphée. Orphée, donc, vous savez, c'est le poète-musicien, celui qui, lorsqu'il chante, fait retourner les fleuves à leur source, adoucit les bêtes sauvages et réussit même à récupérer pour quelques instants son Eurydice. Donc, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que Jason fait une hypothèse, qui est à mon sens une hypothèse clinique tout à fait fascinante, qui fait de Jason, en fait, le saint patron, à mon avis, des musicothérapeutes. C'est-à-dire qu'il dit que les marins préféreront
le chant d'Orphée à la voix des sirènes. Ça, c'est une hypothèse tout à fait étrange. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient, comment Jason en arrive à cette hypothèse-là. Mais vous voyez que c'est déjà une stratégie beaucoup plus élaborée que la petite stratégie que Ulysse avait utilisée précédemment. C'est-à-dire que Ulysse, il va boucher les oreilles des marins et il va se faire attacher, encorder au mât, alors que là, il fait quelque chose qui laisse une certaine liberté aux marins, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois entendre la voix des sirènes et le chant d'Orphée, et lui, il fait cette hypothèse optimiste, mais on est obligé de faire des hypothèses optimistes quand on est clinicien, il fait cette hypothèse optimiste que les marins vont préférer effectivement le chant d'Orphée à l'abolition dans la voix des sirènes. Eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que tous les marins, quasiment tous, vont choisir le chant d'Orphée contre la voix des sirènes. Tous, pas tous. Il en faut au moins un pour qui ça ne marche pas, hein, sinon ça ne serait pas intéressant. Puis la mythologie grecque est toujours extrêmement précise dans ses constructions. Il y en a un qui va, lui, choisir la voix des sirènes, il s'appelle Boutès. Pascal Quignard, encore lui, toujours lui, a écrit un très beau bouquin qui s'appelle Boutès. Alors il a une interprétation complètement différente de ce que je vous propose, mais son livre est d'une beauté remarquable. Donc moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en fait, Boutès, c'est le psychotique de la troupe. C'est-à-dire qu'effectivement, il a toujours été en contact avec ses voix, hein, et quand ces voix viennent à se manifester dans le réel, eh ben, il est pour lui impossible de venir s'encorder au chant d'Orphée. Et il faut un autre type de rapport à la voix pour pouvoir accepter effectivement de s'aliéner au chant d'Orphée. Alors, excusez-moi. Donc cet O-1, donc Boutès, hein, pour qui le chant d'Orphée, où il ne réussit pas à voiler la voix des sirènes, montre que le chant d'Orphée n'a pas la faculté d'enchaîner totalement les marins et de les tenir à distance de la voix des sirènes. En gros, on retrouve l'hypothèse de Lacan, hein, le tout du réel de la voix et du chaos primordial ne saurait être pris en charge par le symbolique de la parole poétique. La musique, qui est l'articulation du bruit et du son, j'insiste, comme le chant d'Orphée, permet néanmoins à la plupart des musiciens de tenir à distance ce réel envoûtant entendu dans l'appel soutenu des sirènes. Cette légende nous montre que le chant, qui est un mélange donc de voix et de paroles, et donc de continu et de discontinu, est ce qui permet de faire taire la voix, ou du moins nous permet d'y rester en partie sourd. Le chant est ce qui permet de déposer la voix, de la pacifier. Et c'est là que je retrouve une des hypothèses de Jacques-Alain Miller qui nous donne cette idée-là. Si nous parlons autant, si nous faisons nos colloques, si nous bavardons, si nous chantons, si nous écoutons des chanteurs, si nous faisons de la musique et si nous en écoutons, c'est pour faire taire ce qui mérite de s'appeler la voix comme objet petit a. C'est assez joli, je trouve. Donc en gros, si nous sommes là aujourd'hui, si je parle, hein, si vous m'écoutez, hein, c'est justement pour ne pas entendre vos voix et pour que je n'entende pas la mienne. Voilà. Alors là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jacques-Alain Miller, mais bon, c'est pas l'objet, ça sera l'objet de mon prochain travail, c'est que Jacques-Alain Miller positionne en série parler, écouter, écouter parler, chanter, écouter chanter, faire de la musique et en écouter, comme si tout cela s'équivalait. Or, il est évident, quand on s'intéresse à la question de la sublimation musicale, que ce n'est absolument pas la même chose dans la gestion de l'objet voix. Alors, je ne vais pas vous dire en quoi il faudrait différencier ces différents éléments, parce que ça me demandera encore 1h30. Je vous simplement, pour conclure, vraiment maintenant cette fois-ci, je vous propose, après donc, ce rapide parcours, je vous propose de risquer 3 définitions de la sublimation dans le champ musical. Alors,
Trois définitions, pourquoi? Parce que si j'avais pu en faire qu'une seule, vous doutez bien que je l'aurais fait, mais c'est que j'ai pas réussi. Donc c'est là effectivement que ça vient témoigner de mon échec pour répondre à la question qu'est-ce que la sublimation musicale. Mais bon, je continuerai à travailler et j'espère la prochaine fois faire mieux. Première définition. La sublimation musicale serait un processus défensif qui consisterait à tenir à distance la voix en construisant un objet sonore qui viendrait la voiler en rééditant l'assourdissement qui nous a fait sujet, tout en lui offrant une place centrale. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'extimité de la voix dans la création musicale. Deuxième tentative. La sublimation musicale serait la possibilité, dans le champ sonore, d'articuler le principe de plaisir satisfait par la musique à son au-delà, en introduisant sans cesse au sein de la création musicale des éléments qui lui sont extérieurs et qui pourtant se révèlent constitutifs de son être. Et troisième tentative, et dernière et vaine tentative, je dirais, la sublimation musicale est ce processus qui, accompagnant toute production sonore d'éléments qui viennent troubler son contour, réalise et voile dans le même temps un vieux désir de bruit en élevant l'objet sonore à la dignité de la chose musicale. Je vous remercie.